Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la Bienséance à 2 pas du chat. Tiens, on a découpé une femme. I am a feminist. Quand une femme est violée, on commence par dire mais... Vu le nombre de femmes qui sont concernées en France... Elle n'avait qu'à pas exister. Je trouve incroyable qu'on ne dise pas un peu ce qu'on vit dans ces moments-là. Je vous vois, je vous crois. We owe future generations a world free of sexual violence. How powerful women can be when we do stand together. Bienvenue dans la poudre. C'était il y a 3 ans. C'était il y a 14 ans. J'ai été violée à 7 ans, harcelée sexuellement à 19 ans par un policier. Un ami de mes parents. Il y a quand même un problème à régler avec le désir de l'homme. Moi aussi. Bien sûr que moi aussi. Moi aussi, j'ai subi des mots, des gestes et des rapports sexuels, pas du tout ou pas tout à fait consentis. Des fois où j'étais trop bourrée, trop timide, trop jeune, trop fan, trop stagiaire, bref, trop dominée pour dire non. Des fois où j'ai dit non, mais où l'homme en face de moi a entendu oui. J'en ai connu, des fois comme ça. J'en ai connu pas mal. Tout comme l'immense majorité des femmes autour de moi. On n'a pas assez dit que MeToo pour les femmes, ça a été cette prise de conscience-là. Moi aussi, mais surtout nous toutes. Un truc de fou. Ces conversations qu'on a eues comme une grande claque dans la gueule. On a toutes été victimes de violences sexuelles et toutes on était là à se taire dans notre coin, à se dire que le problème c'était nous et pas eux. Tu m'étonnes qu'on soit en colère. Bref, moi aussi. Mais moi je l'ai pas dit, ou en tout cas pas fort. Alors que le mouvement MeToo vient tout juste d'avoir 4 ans, j'ai voulu donner la parole à celles qui l'ont dit, moi aussi. Celles qui l'ont dit suffisamment fort pour que la société tout entière les entende. Certaines l'ont dit tout récemment, dans le sillage du grand mouvement. D'autres l'ont dit il y a 20 ans, dans un contexte hostile et sourd, profondément différent. Il se passe quoi une fois qu'on a parlé ? Comment la société réagit-elle ? Qu'en dit la famille ? Qu'en dit l'agresseur ? Est-ce qu'on sort réparé ? Est-ce qu'on regrette d'avoir parlé ? Et si c'était à refaire, est-ce qu'on le referait ? Moi aussi, et après, est une série de La Poudre, saison 6. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Vanessa Springora. Vanessa Springora, vous êtes avant tout éditrice. Vous avez été pendant 2 ans la directrice de la maison Julliard, poste que vous venez de quitter, même si vous restez dans la maison. Mais vous êtes aussi et surtout écrivaine. Votre livre, le premier, paru lui aussi il y a 2 ans, a été une déflagration, un séisme, une petite bombe qui a explosé au visage du milieu littéraire français. Dans Le consentement, vous dites qu'on ne peut pas consentir de façon éclairée quand on a 14 ans et qu'on a face à soi un écrivain de 50 ans acclamé qui vous répète en boucle que vous êtes l'unique. Ce livre a été un succès littéraire et commercial d'abord. Il a été couronné du Grand Prix des lectrices de Elle, du prix Jean-Jacques Rousseau de l'autobiographie. Plus de 150 000 exemplaires vendus, je crois, peut-être plus depuis, et traduit dans plus de 30 pays. Ça a été aussi un succès politique et moral. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris contre le prédateur que vous enfermez dans les pages de votre livre. L'association L'Ange Bleu a porté plainte contre lui pour apologie de la pédocriminalité. Il a été désavoué tour à tour par chacun de ses éditeurs et par le Centre national du livre qui lui a coupé les vivres. Ces journaux, dans lesquels il racontait notamment votre liaison, ont été retirés de la vente. Celles et ceux qui l'avaient soutenu ont ou récompensé, l'ont pour la plupart désavoué. Quand vous écriviez ce livre, Vanessa Springora, est-ce que vous vous attendiez à rencontrer ces 2 succès-là ?
Alors, non, pas du tout. C'était une surprise totale. Parce que, tout simplement, j'avais été habituée pendant plus de 30 ans à une forme d'omerta qui est liée au système de connivence et de protection dont a bénéficié Gabriel Matzneff pendant toutes ces années, et qui faisait que chaque fois que j'essayais d'aborder même la question avec des personnes qui étaient liées au milieu de l'édition, je sentais bien qu'on me remettait immédiatement à ma place, et ça procède toujours de ce même système de silenciation des victimes qu'on connaît bien, dont vous parlez souvent dans votre podcast, La Poudre, et moi j'ai pu le vérifier, ça a duré plusieurs décennies, et y compris jusqu'en 2013, au moment de la remise du prix Renaudot à Gabriel Matzneff. C'était un moment pour moi totalement répugnant et révoltant, parce que justement je me disais, on a passé le 21e siècle, on est en 2013, l'histoire que je raconte dans mon livre, elle remonte à 86, et rien n'a changé. Et finalement, ce livre que j'ai commencé à écrire par petites touches entre 2015 et que j'ai achevé en 2019, au moment où je l'écrivais, je pouvais pas imaginer qu'on avait changé d'époque à ce point-là, entre 2013, ce prix Renaudot, et la sortie du livre en 2020. Mais en réalité, ce que j'avais évidemment pas mesuré, c'était le passage de MeToo. Qui était imprévisible. Qui était imprévisible, et surtout qui a imprégné la société d'une façon tellement profonde, et particulièrement les jeunes générations, que finalement, toutes les personnes qui ont essayé de dénigrer ce livre avant même sa sortie, il y en a eu quelques-unes, quelques personnes assez mal intentionnées, qui ont voulu le réduire à un simple débat germano-pratin qui allait concerner uniquement quelques dizaines ou centaines de personnes liées au milieu de l'édition, ont été totalement inaudibles, en fait, face à la prise de conscience générale et à l'identification à ce livre, en fait, qui ne parlait pas que de mon histoire et de celle de Gabriel Matzneff, mais de certainement toutes les mineures, ou tous les mineurs, parce que je peux inclure les garçons aussi, qui se sont retrouvés pris au piège d'une relation de ce type avec un adulte prédateur. Vous avez commencé à écrire ce livre, donc vous venez de le dire, en 2015. Vous vous rappelez de l'état d'esprit dans lequel vous êtes assis à la table, à votre table d'écrivaine, ce jour de 2015, en vous disant « Maintenant, je vais écrire ça ». Oui, alors j'ai jamais réussi à ce moment-là à me mettre à une table et à écrire, parce que ça aurait été officialiser l'acte d'écrire, et surtout me donner un statut d'écrivaine que je m'accordais pas du tout à l'époque. D'autant plus que je travaille dans l'édition, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Je suis éditrice, et j'ai toujours d'ailleurs un tel respect pour les auteurs, les écrivains, que j'arrivais pas du tout à m'identifier à cette figure-là. Mais j'avais commencé à prendre des notes dans un petit carnet qui était à côté de mon lit, et comme je suis très insomniaque, j'ai écrit de façon très fragmentaire pendant ces quelques années, et par vagues, c'est-à-dire que pendant 2-3 semaines, je ressentais la nécessité d'écrire, de prendre des notes, et puis assez vite je refoulais l'idée, parce que ça me paraissait de toute façon une entreprise impossible à surmonter. Je mettais de côté et ça revenait, voilà. Et puis ensuite, il y a eu effectivement une première fois où là, j'ai essayé de faire les choses de façon plus solennelle devant un ordinateur, où j'ai réuni mes notes, je les ai tapées en essayant de les mettre en forme, mais en partant sur une voie qui était un petit peu qui correspondait pas à la justesse que je recherchais du projet. C'est-à-dire que j'ai essayé encore de m'invisibiliser en faisant tout d'abord un roman, une fiction, avec tellement de distance vis-à-vis de la réalité et de mon identité et de celle de Gabriel Matzneff, que assez vite je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas, et surtout que c'était malhonnête vis-à-vis de moi-même. Donc j'ai encore laissé de côté, laissé reposer pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'à un moment, je trouve la bonne façon de l'écrire, c'est-à-dire à la première personne, au présent, au plus près des sentiments que je ressentais à l'époque. Et là, j'ai trouvé le ton qui m'a semblé être le plus juste pour raconter cette histoire. Et c'est allé très vite, finalement. Il est sorti d'un jet ensuite, quand vous avez trouvé cette... Oui, à partir de ce moment-là, oui. Mais bon, j'avais déjà pas mal de choses notées... par ailleurs dans ce petit carnet.
J'ai été surprise d'ailleurs d'entendre parfois des critiques, des intervieweurs vous dire que le texte était froid ou clinique à cause de ce jeu de cette première personne, alors que moi, au contraire, je le trouve extrêmement chaud parce que réel, pratiquement au plus près de l'action, en fait, et du moment où les choses sont vécues, ce qui est très troublant parce que vous les écrivez 40 ans plus tard, en fait. Enfin non, 30 ans plus tard, pardon. Oui, plus de 30 ans plus tard, mais alors peut-être que cette froideur, elle vient, cette sensation de froideur, de distance, elle vient du fait que j'ai cherché vraiment à essayer d'éviter au maximum tout effet de pathos, parce que je trouvais que les faits que je décrivais étaient déjà suffisamment violents en eux-mêmes pour ne pas faire d'effet de style autour de la souffrance, des séquelles. Je voulais que le lecteur se fasse son propre avis et être la plus sobre possible. Donc, effectivement, j'ai recherché une forme d'écriture qu'on peut qualifier de, effectivement, assez lapidaire, assez chirurgicale, peut-être, mais ça correspond certainement à une réserve, à une forme de pudeur aussi qui va avec ma personnalité, et le refus d'accentuer les choses. Parce que je trouvais que finalement c'était plus fort de dire les faits, rien que les faits tels qu'ils étaient, sans trop non plus aller vers le jugement, parce que je pense que c'est aussi au lecteur de se faire son propre jugement par rapport à cette histoire. Ouais, les faits suffisent. Pourtant, il y a une introduction très courte, un petit texte où on sent en fait toutes les émotions et toute la rage que vous n'avez pas mis dans la suite du texte. Vous dites que vous parlez d'une cage dans laquelle vous tournez en rond, de rêves peuplés de meurtres et de vengeance. Est-ce que l'écriture a apaisé ces rêves-là ? Alors, c'est une question qu'on m'a souvent posée. Et s'il y a un effet libérateur, oui, c'est vrai, avoir écrit et publié ce texte, c'est plus dans la réception qu'il a eue, c'est-à-dire le fait qu'il était porté comme ça par autant de lecteurs et de lectrices, par des voix aussi qui se sont exprimées, des écrivaines comme Christine Angot, comme Marie Dariussec, comme Laure Murat, qui ont écrit dans la foulée de la publication du texte des tribunes pour le soutenir. C'est le fait qu'il ait eu autant de conséquences ensuite, on en parlera peut-être plus tard, mais dans les faits réels, ça c'est vraiment libérateur. Sur le côté, la vertu thérapeutique de l'écriture, moi j'ai un peu plus du mal à y croire. Enfin, je pense que d'une part, ce texte, je n'aurais pas pu l'écrire si j'avais pas déjà surmonté auparavant seul par un cheminement personnel qui est beaucoup passé par la psychanalyse et par des rencontres aussi de gens qui m'ont aidé, des gens qui m'ont aimé, qui m'ont permis de me reconstruire avant d'écrire. Mais le texte en lui-même, je ne crois pas, ne peut pas réparer la personne. De toute façon, ce sont des événements avec lesquels on doit apprendre à vivre, à cohabiter. Et ça, qu'on ait réussi à les coucher sur le papier ou non, ça ne change pas le problème. Mais en revanche, ce que je trouve incroyablement, libérateur pour moi, c'est d'avoir rendu justice d'abord à effectivement l'adolescente que j'étais, mais à tous les adolescents et à toutes les adolescentes qui ont vécu une histoire similaire. Et ça me procure une grande joie et une grande fierté aussi. Pourtant, dans le simple fait d'écrire, de dire, j'aurais tendance à pressentir qu'il peut y avoir aussi quelque chose de presque de l'ordre du coming out, j'ai envie de dire. Enfin, je sais que ces dernières années, avec d'autres femmes, quand est venu le mouvement MeToo, il y a eu aussi le questionnement très fort pour certaines femmes, dont je crois faire partie, de dire en fait, est-ce que c'est possible de dire, qu'est-ce qui va se passer si je dis, et le simple fait de mettre son histoire dans l'espace public, même si c'est pas forcément lu et approuvé par Christine Angot, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose qui vient pas forcément réparer, j'ai bien entendu, mais en tout cas penser un endroit? Alors, je dirais pas exactement penser dans le sens de penser une blessure, mais là où vous avez raison, c'est que déjà dans la sphère privée, avant même de parler de la sphère professionnelle ou
même public, ça a quand même modifié des choses dans ma vie. C'est-à-dire que, par exemple, mon fils et ma belle-fille, qui avaient à l'époque 14 et 20 ans au moment où le livre est sorti, ne connaissaient pas cette histoire de cet épisode de ma vie. Donc ça a été l'occasion, avant la sortie du livre, de leur en parler. Et ça a été un moment très émouvant, puisque c'était une façon pour moi de leur dire aussi, de leur livrer une partie de mon intimité, de ma jeunesse, mon histoire, alors qu'ils m'avaient toujours vue comme une adulte, et une adulte qui les éduquait, une éducatrice aussi, enfin comme on est quand on est parent. Et tout d'un coup, de pouvoir me percevoir autrement, comme l'adolescente que j'étais, et à l'âge où eux, effectivement, étaient en train de vivre peut-être les mêmes découvertes, les mêmes émois, les mêmes questionnements sur leur sexualité, leurs sentiments amoureux. C'était quelque chose pour moi, comme si les morceaux d'un puzzle se recomposaient. C'est-à-dire que je pense, ou j'espère en tout cas, avoir pu leur donner des clés de cette manière pour mieux comprendre qui j'étais aussi, et je pense plus encore à mon fils, puisque avec ce lien filial direct, évidemment, je pense que c'est très important de savoir qui sont ses parents, d'où on vient exactement, et peut-être quelles sont les failles de ses parents qu'on n'a pas comprises ou perçues jusque-là. Ça, je pense que c'était très important. Et ensuite, dans la sphère intime, encore parmi mes amis, il y en avait certains qui étaient au courant, d'autres non. Donc, c'est vrai que c'était une façon de compléter peut-être la personnalité, qu'ils pouvaient connaître, percevoir jusque-là, d'une autre manière, avec aussi un arrière-plan qui était secret jusque-là, pour certains. Et pas mal de personnes m'ont dit, maintenant, on comprend mieux ta personnalité, en fait. Ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Peut-être un peu libérateur aussi. Oui, mais c'est vrai que c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai mis autant de temps à écrire. C'est-à-dire que il y a la honte, il y a la peur, et la peur des représailles, professionnellement aussi, puis la peur de pas être compris, ou la peur d'être jugé, évidemment, puisque je parlais quand même d'une histoire à laquelle j'avais été consentante, et puis du sentiment aussi de complicité terrible que j'ai ressenti pendant des années, aussi finalement d'avoir aimé, d'être tombée amoureuse d'un homme qui était, oui, évidemment, un prédateur, c'est un mot qu'on emploie beaucoup, mais qui était bien plus que ça, absolument machiavélique, et qui mettait dans son lit aux Philippines des enfants de 9 à 12 ans prostitués, ce qui était pour moi la pire des ignominies. Il y a des années de cela, mon ancienne directrice au magazine Elle a dit quelque chose qui s'est révélé très vrai les années passant. Tout arrive toujours en même temps. À l'époque, c'était ma nomination comme rédactrice en chef qui coïncidait avec ma première grossesse, qui m'avait fait paniquer complètement. Et pour vous, la sortie du consentement a coïncidé avec votre nomination à la direction de la maison d'édition Julliard, mais aussi quelques semaines plus tard avec la mort de votre père. Est-ce que vous avez eu cette impression d'alignement ? Oui, alors je ne sais pas si on peut parler d'alignement, parce que c'était plus chaotique que ça. Oui, mais ça ressemblait pas à une ligne droite, j'imagine. Non, mais c'était effectivement une conjonction astrale extraordinaire. Et effectivement, vous avez raison. Il y a des moments comme ça où tout semble se converger vers une sorte de feu d'artifice, et qui peut être extrêmement violent aussi, et puis qui peut aussi résoudre des choses. Moi, c'est vrai que ça faisait pas mal de temps que je stagnais un petit peu professionnellement. C'était une des raisons d'ailleurs pour lesquelles j'avais pu me consacrer à l'écriture ces dernières semaines avant de mettre un point final à ce texte. J'étais un peu partie sur un autre projet professionnel finalement. Je me posais beaucoup de questions par rapport à mon activité d'éditrice, et puis j'avais très envie d'écrire, mais en ayant toutes les inhibitions dont je vous ai parlé tout à l'heure.
Et tout d'un coup, tout est arrivé, c'est-à-dire que j'ai fait lire ce livre à mon éditeur, donc Olivier Nora, qui l'a tout de suite, aimé et porté, et qui a décidé de le publier, ce qui était assez courageux, j'ai trouvé, puisque c'était quelqu'un qui connaissait très bien, non pas cette histoire, mais ce milieu dont je parle dans le livre, et qui, dans sa propre maison d'édition, pouvait abriter des auteurs qui n'avaient pas forcément le même point de vue que le mien sur cette histoire. Il était un homme, par ailleurs. Enfin, donc, je trouvais que de sa part, c'était vraiment courageux de le faire. Et puis, donc tout est arrivé en même temps. Mais je pourrais pas vous dire pourquoi, parce que ça relève effectivement pour le coup des planètes, ou alors c'est des choses qu'on sème dans la vie inconsciemment, des petites graines. Je vais revenir à la métaphore du conte de fées qui est beaucoup présente dans mon livre, mais un peu comme le petit pousset. Peut-être que voilà, on sème des petits cailloux et à un moment, tout d'un coup, le chemin s'éclaire et la porte est là, il n'y a plus qu'à l'ouvrir. Je pourrais pas répondre à cette question parce que effectivement, ça m'a beaucoup bouleversée que tout arrive au même moment, et notamment symboliquement la mort de mon père, puisque c'était une figure d'absence dans ma vie, puisqu'il n'a jamais été là pour moi vraiment. Mais ce qui m'a beaucoup troublée, c'est symboliquement qu'il meurt quelques jours après la publication de ce livre, parce qu'évidemment, ma culpabilité galopante aidant, j'ai pas pu m'empêcher de penser que c'était moi qui l'avais tué, et que je l'avais tué avec ce livre. Donc, je ne sais plus d'ailleurs qui, dans un article, avait dit elle a tué en même temps et son père et son violeur. Et c'est vrai que c'était un peu violent dit comme ça, mais c'est exactement ce que j'ai ressenti. Il se trouve que mon père était cardiaque, que je l'ai découvert un peu plus tard après sa mort, et que bon, c'est peut-être tout à fait une coïncidence, voilà, que son cœur ait lâché cette semaine-là. Mais pour moi, ça a été extrêmement difficile à vivre, oui. À la fin de votre livre, vous écrivez que vous ne savez pas bien comment va réagir votre mère, dont on assiste en fait au fil du récit à la totale inertie face à ce qui est en train de se produire. On est choqué de la voir complètement passive, voire approbatrice face à la liaison que vous entretenez avec cet homme de 50 ans. Elle est même un peu jalouse parfois, ce qui peut être troublant, parce qu'il y a quelque chose qu'on retrouve en fait assez souvent dans des histoires de pédocriminalité. Votre mère, elle n'a pas le beau rôle dans cette histoire. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire comment elle a réagi? Si sa réaction, elle a évolué aussi peut-être au fil des 2 années qui sont écoulées ou presque? Alors, d'abord, ce qui a été très étonnant, c'est que finalement, cette conversation que j'essayais d'avoir avec elle depuis plus de 30 ans, et qui, chaque fois que j'essayais de finalement lui demander un peu des comptes sur sa responsabilité à l'époque, son aveuglement, et peut-être pas son inertie, c'est un mot un peu fort, mais le fait qu'elle ait, en tout cas, laissé faire, ça a complètement changé à partir du moment où j'ai pu lui faire lire le texte. C'est-à-dire que cette conversation était impossible entre nous. Elle était non pas taboue, mais elle était tellement conflictuelle que dès les premiers échanges, elle se terminait en dispute extrêmement violente, et sur des positions irréconciliables chez l'une comme chez l'autre. Donc il n'y avait pas de dialogue possible. Et à partir du moment où je lui ai dit, voilà, j'ai écrit ce texte et je vais te le faire lire, il était même pas encore sur épreuve, mais voilà, c'était une version propre que je lui ai passée, que je considérais comme aboutie. Elle l'a lu dans la soirée et elle m'a envoyé un texto absolument bouleversant en me disant qu'elle trouvait que c'était un texte magnifique, en me disant, comme d'ailleurs je le raconte dans le livre, qu'il n'était pas question de changer la moindre ligne pour elle, ce que j'ai trouvé vraiment admirable. Et de là, nous avons pu commencer à parler. Et c'est extraordinaire de voir que la littérature, non seulement a des effets dans la société, mais elle peut avoir, dans le cadre même d'une relation aussi intime que celle d'une relation mère-fille, elle peut servir de médiateur dans un conflit comme celui-là.
Et c'est vrai que, à la décharge de ma mère, ce que j'aimerais dire, c'est que moi, j'ai ressenti évidemment beaucoup de colère et de révolte pendant des années à l'égard de son comportement. Mais ce qui est étonnant, c'est que j'ai aussi finalement attendu d'être moi-même mère et mère d'un adolescent pour écrire ce livre, parce que les positions se sont inversées, et que tout d'un coup, j'ai porté aussi un regard de parent et de mère sur cette histoire. Mais en même temps, comme c'est souvent le cas, ça m'a rendue un petit peu plus tolérante aussi vis-à-vis d'elle. C'est-à-dire que je me suis posé la question, qu'est-ce que j'aurais fait finalement à sa place? Alors certainement pas la même chose, parce qu'on est dans une autre époque aussi. Mais si j'avais été face à un adolescent ou une adolescente qui était fou amoureux d'un homme qui, y compris, et donc est connu comme étant un pédophile avéré, mais qui par ailleurs a une aura d'artiste, et que ce garçon ou cette fille me fait sentir que cet amour est tellement important pour lui ou pour elle, et qu'il est capable de le choisir plutôt que moi, sa mère, et de couper tout lien avec moi, je ne sais pas comment j'aurais fait en fait, finalement. En me replaçant dans le contexte des années 80, qui était le sien à l'époque, et qui celui d'une mère célibataire, qui est elle-même un peu une victime parce qu'elle est très jeune, que c'est une femme, qu'elle n'a pas fait d'études, qu'elle est arrivée dans le milieu de l'édition parce qu'elle avait le goût des livres, mais sans avoir la position de sachante ou de pouvoir qu'aurait pu lui apporter par exemple des diplômes, et qui est très fascinée aussi par ce milieu, ces écrivains qu'elle côtoie, et qui finalement entourée de gens qui trouvent cette histoire tout à fait normale, de gens y compris qu'elle respecte et qui sont plus âgés qu'elle. Donc moi-même j'ai beaucoup adouci en fait mon jugement sur elle, en même temps que elle a fait aussi du chemin vers moi, en étant capable aujourd'hui de me demander pardon pour cette histoire. Voilà. Vous décrivez bien cette toile de fond et vous dites dans ce texte effectuer un devoir de mémoire. Je reprends vos mots qui sont très très justes. En fait, vous vous rappelez qu'il y a toute une époque où il est de bon ton dans les milieux intellectuels de militer pour le droit d'avoir une sexualité avec des enfants. Il y a cette fameuse lettre ouverte qui a été publiée par Le Monde en 1977. Qui a été signée, alors ça fait mal, mais par Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Roland Barthes, Gilles Deleuze, et qui a été écrite, vous le réalisez plus tard, par votre agresseur lui-même. Il y a aussi en toile de fond le cinéma de Polanski, les photos de David Hamilton et d'Eva Ionesco. Cet extrait aussi sidérant de l'émission Apostrophe où votre agresseur se vante de sodomiser des petites filles sous l'œil goguenard de Bernard Pivot. Est-ce que vous pensez que c'est le fait aussi d'avoir mis sous les yeux de la France, des médias français, toute cette toile de fond-là qui a causé un électrochoc? Alors c'est vrai que il y aurait probablement tout un travail sociologique à faire pour explorer ce qui s'est passé dans ces années-là. Ce qui a été compliqué pour moi, c'est qu'au moment de la sortie de ce livre, j'ai senti assez rapidement qu'on avait envie de m'attirer sur le terrain du dénigrement de mai 68 et de la libération sexuelle, en mettant un petit peu dans le même sac tout le monde. Et c'est vrai que malheureusement, cette lettre ouverte dont vous parlez, pour ne prendre qu'elle, elle réunit la fine fleur de l'intelligentsia des années 60-70 et un certain nombre d'intellectuels qu'on admire tous et qui ont incarné l'esprit français qui rayonne aujourd'hui encore jusque dans les universités américaines. Donc c'est très compliqué, mais j'ai cru comprendre, en n'étant pas moi-même ni historienne de cette période-là, ni spécialiste ni sociologue, que en fait ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque personne qui a signé cette pétition à l'époque l'a fait pour des raisons très différentes. Et par exemple, vous dites Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, effectivement, en tant que féministe, aujourd'hui, ça nous choque de voir qu'elle a pu signer cette pétition. Mais en fait, il faut se reporter à une époque où déjà le changement, je crois, de la majorité civile venait de passer depuis 74, depuis l'élection de Giscard. Donc c'était extrêmement récent.
Jusque-là, il fallait attendre 21 ans en fait pour pouvoir avoir quitté le domicile familial. Et il se trouve que pour beaucoup de jeunes femmes de la génération de Beauvoir, la rencontre avec un homme plus âgé, souvent, était une façon de s'extirper de son milieu, de pouvoir échapper au carcan d'une famille par exemple très catholique, ou d'extrême droite, ou qui vous imposait des valeurs qui n'étaient pas les vôtres. Et l'amour ou la rencontre, avec un homme pouvait être émancipateur. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui, parce que les jeunes femmes n'ont plus besoin de ça pour sortir d'une famille. Et alors ça, c'est le cas Beauvoir, mais si on prend celui de Dolto, par exemple, qui est aussi psychanalyste, qui a signé cette lettre ouverte, c'est encore autre chose. Elle y allait en fait pour défendre le désir des enfants, qui était une chose assez nouvelle dont on ne parlait pas jusque-là, le fait que les mineurs puissent avoir une libido, puissent avoir des désirs, puissent être attirés aussi par des adultes sexuellement. Et ce qu'elle voulait faire reconnaître, en fait, c'était ça. C'est que l'enfant était une personne, c'était pas du tout acquis. Voilà, en fait, plus que l'autorisation d'un majeur à avoir des relations sexuelles avec un mineur. Les homosexuels, c'était encore un autre cas de figure, comme Barthes, par exemple, puisqu'ils avaient la double peine. L'homosexualité était encore plus ou moins pénalisée, criminalisée, considérée en tout cas comme un délit. La majorité sexuelle pour les homosexuels était à 18 ans, non pas à 15 ans. À l'époque, c'était déjà 15 ans pour les hétérosexuels et 18 ans pour les homosexuels. Donc, il y avait en fait, chacun défendait un peu sa paroisse dans cette histoire, et les gens avaient un peu aussi tendance à signer aveuglément un certain nombre de pétitions sans savoir qui en était à l'origine. Et il se trouve qu'il y a eu une grande manipulation, puisque Gabriel Matzneff n'a révélé qu'en 2013 avoir été l'auteur de cette pétition. Donc voilà, il faut faire attention par rapport au contexte de l'époque à ne pas tout mélanger, parce que moi je pense que des gens comme moi, ou si on prend par exemple Camille Kouchner, on vient un petit peu du même milieu, ça a pu donner l'impression d'un effet grossissant en fait, que dans les milieux 68ards ou ex-68ards, il y avait que des dégénérés et des abuseurs d'enfants. Je pense que c'est absolument faux, que malheureusement, on le sait, l'inceste et les abus sexuels sont des phénomènes complètement transverses, qu'on retrouve dans toutes les classes sociales, dans tous les milieux et dans tous les pays. Et malheureusement, je crois qu'au contraire, dans les familles de droite catholique, on a tendance davantage à étouffer ces histoires, et que peut-être que Camille Kouchner et moi, ce qu'on a hérité de ces milieux-là, au moins, c'est la liberté d'expression, c'est cette valeur qui nous a peut-être permis quand même, finalement, de parler. D'avoir le courage de parler. Et je ne donnerai pas de nom, mais il y a certaines affaires qui ont été totalement étouffées dans des milieux politiques de droite catholique, et j'attends toujours qu'elles sortent et que les livres paraissent. Donc voilà, je voudrais déjà introduire cette nuance, parce que c'est vraiment très important pour moi de ne pas faire d'amalgame. Et ensuite, si on parle du milieu littéraire, c'est encore autre chose. La complaisance du milieu littéraire et effectivement cette posture très élitiste que Gisèle Sapiro désigne dans son livre comme la position esthète, qui place l'auteur ou l'écrivain ou l'artiste au-dessus des lois d'une certaine manière. Elle est effectivement, ou elle était très répandue jusqu'à peu de temps. Et je pense qu'elle est en train de changer. Et d'ailleurs, ça aussi, ce serait je pense, un très beau sujet de livre pour des philosophes, de réfléchir à la question de la responsabilité morale aussi de l'artiste et de l'auteur. Je trouve que c'est trop facile de dire que aujourd'hui le risque pour la littérature, c'est d'être arraisonné à la morale. Je pense que le débat doit être beaucoup plus profond que ça. Les artistes, oui, ont une responsabilité vis-à-vis de la société qui est très grande, parce que leurs œuvres les engagent, eux, mais pas seulement. Elles laissent une trace, une empreinte forte dans la société. Merci pour ça. Merci d'avoir un peu réhabilité aussi Simone de Beauvoir et Françoise Dolto, parce que c'est vrai qu'on entend aussi beaucoup circuler de façon approximative. Oui, mais bon, elles étaient pédocriminels à moitié, donc c'est bien
pas être dans la pureté militante et d'apporter du contexte. Moi, j'étais surtout touchée de voir, vous les avez citées tout à l'heure, mais plusieurs écrivaines se rangeaient à vos côtés au moment où c'est sorti, parce qu'il n'y a pas eu que des mots doux, comme vous l'avez rappelé. Marie Darrieussecq et Christine Angot ont toutes les deux publié des tribunes. Dominique Bonnat, membre du jury Renaudot, a regretté publiquement avoir contribué à l'attribution de ce prix en 2013. Il y a aussi une tribune qui couvrait le sujet plus large du sexisme dans le monde de l'édition à partir de votre livre, co-signé par plusieurs autrices comme Caroline Laurent et Léonora Miano. Est-ce que vous avez ressenti le frisson de la sororité en voyant toutes ces femmes s'exprimer ? Oui, c'est vrai. Je l'ai ressenti, ça m'a fait un plaisir immense et en même temps, j'ai trouvé extrêmement triste qu'il y ait si peu d'hommes pour défendre les mêmes positions en réalité. Mais c'est vrai que je pense particulièrement à la tribune de Christine Angot, le fait qu'elle ait pris la parole pour interdire à Gabriel Matzneff de continuer à s'adresser à moi par voie de presse en me tutoyant et en continuant en fait finalement à essayer d'exercer cette emprise sur moi à travers ce droit de réponse que lui avait donné ce journal. Oui, là j'ai senti une sororité et aussi tout simplement une solidarité de victime. C'est-à-dire que seule une personne qui a vécu ce qu'elle a vécu pouvait comprendre effectivement à quel point cet article pouvait être destructeur, dévastateur pour moi. Quelqu'un d'extérieur ne peut pas comprendre. Enfin, ce que je veux dire par extérieur, c'est quelqu'un qui n'a pas vécu ce type de traumatisme ne peut pas comprendre ce que c'est que d'avoir à nouveau en face de soi la personne qui vous a fait tant de mal et qui continue de façon en toute impunité à exercer cette emprise sur vous sans que avec l'assentiment d'ailleurs d'autorité comme en l'occurrence un journal, un magazine important. Et ça m'a énormément touchée, mais j'aurais aimé qu'il y ait davantage d'hommes. Alors, deux précisions, il y a au moins 2 auteurs, je sais qu'il y a Olivier Adam et David Fuenquinos qui ont signé la tribune, voilà, pas de médaille, c'est normal, mais c'est bien de dire qu'il y avait certains hommes, ça rassure aussi un peu. Oui, tout à fait, il y a eu Jérôme Garcin aussi qui a démissionné du jury du prix Renaudot, ça aussi c'était... alors il a dit que c'était pour féminiser davantage le jury, permettre à d'autres après, femmes... il en avait fait des belles dans son émission sur France Culture, donc bon... Mais oui, il avait peut-être des choses à réparer aussi de son côté. Et je voulais préciser ce qui s'est produit en fait dans cet hebdomadaire que vous n'avez pas cité, donc je ne vais pas le citer non plus, mais qui a publié une lettre ouverte adressée à vous de votre agresseur avant même que ne sorte votre livre, quelques semaines avant la sortie. Et dans cette lettre, il avait le toupet de republier votre lettre de rupture que vous lui avez adressée à 16 ans. Ce qui était quand même... on est à un niveau de perversion assez élevé. Et j'avais noté effectivement l'extrait du texte de Christine Angot. Vous l'appelez Vanessa, vous pensez pouvoir vous autoriser à l'appeler par son prénom alors qu'elle vient de publier ce livre. Vous prétendez encore à cette intimité, vous pensez avoir ce genre de droit. Et ça fait du bien de l'entendre dire. Oui, c'était tout d'un coup comme si on me passait une main dans le dos et qu'on me disait ça va aller Vanessa, tu vas surmonter, même ça tu vas le surmonter. Et j'ai eu l'occasion très récemment de lui dire, j'avais pas pu le faire à l'époque où la tribune a été publiée, et voilà, je ne peux que la remercier encore et encore pour avoir écrit cette tribune. Oui. En parlant de sororité, je pense que c'est le moment de parler aussi de l'action de 2 élus écologistes à la mairie de Paris, Alice Coffin et Raphaël Rémy-Leleu. Elles ont organisé une manifestation et réclamé la démission de l'adjoint à la culture de la mairesse, Christophe Girard, qui tout au long de sa carrière a assuré un certain confort matériel à votre agresseur, l'a même invité à déjeuner plusieurs fois avec l'argent de la mairie. Elles ont obtenu gain de cause, il a fini par démissionner. Mais elles ont payé assez cher le prix de leur audace. Elles ont été très fortement réprimandées en interne à l'hôtel de ville. Est-ce que vous leur en êtes reconnaissante ? Alors,
oui, je leur suis très reconnaissante d'avoir été, encore une fois, les seuls et à manifester leur indignation par rapport au fait que Christophe Girard se représentait à nouveau à ce poste, d'ailleurs après l'avoir occupé un certain nombre d'années. Oui, j'ai dit démissionner, en fait c'était un refus de reprendre ce poste qu'il avait depuis longtemps. Ouais. Et je trouvais que d'ailleurs, encore une fois, il se trouve que ce sont des féministes qui ont, là c'était pas en tant qu'élues écologistes, mais en tant que féministes qu'elles ont manifesté sur ce parvis de la mairie de Paris. Alors que il s'agissait de pédocriminalité et d'enfants qui pouvaient être aussi des garçons. Et je trouve toujours très intéressant de voir que ce sont les féministes qui sont à la pointe de cette bataille-là aussi. Alors évidemment, puisqu'il s'agit toujours de domination masculine, on sait aujourd'hui, puisqu'on a les chiffres, que 80% des abus sexuels et des crimes sexuels sont commis par des hommes, malheureusement. Je crois que c'est plus que 80. Je crois que c'est 95%. 95%. 95%. Oui, 80, oui. Exactement, 95. Oui. Voilà, oui, je leur en suis reconnaissante. Encore que ce que je veux dire aussi, c'est que de la même manière que je n'ai pas écrit le livre que j'ai écrit dans une logique de revancharde et de chasse à l'homme, ce qui m'a toujours animé, c'était d'ouvrir un débat, de lancer des réflexions, comme on vient de le faire il y a 2 minutes, c'est-à-dire de réfléchir sur ces décennies passées et la façon dont on a envisagé aussi la pédocriminalité, y compris la façon dont on l'a représentée en art et en littérature. Mais quelqu'un comme Christophe Girard, je n'ai pas la preuve, si vous voulez. Moi, je ne me suis pas exprimée à l'époque parce que je n'ai pas la preuve qu'il ait soutenu Gabriel Matzneff en dehors du fait que La prunelle de mes yeux, qui est le tome du journal de Gabriel Matzneff, qui est consacré aux 2 années de notre relation, est dédié à Christophe Girard, qui à l'époque était administrateur de la fondation Yves Saint-Laurent, et donc à ce titre de mécénat avait effectivement permis à Gabriel Matzneff de loger à l'hôtel à un moment où il était certainement en difficulté financière. Mais il se trouve que c'est aussi le moment où il était dans le collimateur de la brigade des mineurs, qui avait reçu un certain nombre de lettres de dénonciation anonymes pour dénoncer l'histoire que nous vivions. Et ce qui m'a beaucoup choquée, c'est que Christophe Girard, à aucun moment, ne dise que même s'il n'avait pas volontairement voulu protéger Gabriel Matzneff, et que peut-être, au bénéfice du doute, on peut imaginer qu'il n'avait pas lu ses livres, comme il le dit, ce qui est un petit peu inquiétant pour quelqu'un qui s'occupe de la culture à la mairie de Paris, mais enfin, passons. Au moins, il aurait pu dire qu'il avait participé à cette logique, à ce système de connivence et de protection malgré lui, et qu'il le regrettait. Et ça, il ne l'a jamais fait, et je trouve que c'est impardonnable. Et donc, finalement, je n'ai aucun regret parce que moi, je n'ai pas voulu participer à cette campagne contre lui, parce que je trouvais que c'était indécent de sa part, de lui-même, de ne pas, en fait, laisser la place. C'est ce qu'il aurait dû faire. Et Anne Hidalgo aurait dû, de la même manière, d'ailleurs, lui dire que, avant même d'aller aussi loin que de devoir faire un audit de ses notes de frais pour s'apercevoir qu'il lui avait menti, et qu'effectivement, il continuait à avoir des relations avec Gabriel Matzneff, au moins sociales, de déjeuner payé sur les deniers publics. Effectivement, avant d'aller jusque-là, la première des choses aurait été tout simplement de laisser la place à des gens plus jeunes et qui pouvaient très bien faire la même fonction que la sienne, et il aurait évité ce scandale. Je voudrais qu'on parle maintenant du traitement médiatique de la sortie du livre. Moi, j'ai été choquée, en fait, en écoutant les interviews très nombreuses que vous avez faites, de voir qu'on vous demandait encore et encore de refaire le récit que vous aviez fait, et on sait ô combien péniblement dans le livre, comme si le livre ne jouait pas cette fonction-là. Est-ce que vous étiez préparé à ça, et est-ce que c'était pas épuisant pour vous de devoir encore et encore raconter ces 2 années d'emprise que vous avez décrit dans le livre?
Alors, déjà en France, finalement, j'ai fait très peu d'interviews. Et beaucoup d'articles sont sortis, mais auxquels je n'ai pas participé. J'en ai donné quelques-unes à l'écrit, très peu à la radio et à la télévision. Après, je les ai toutes écoutées, donc ça va peut-être faire un petit effet de cumul, mais effectivement... Mais non, en fait, j'ai fait que 2 télévisions, 2 radios, et après quelques interviews écrites. Oui, c'est toujours assez pénible, mais j'étais préparée pour ça, et ça, c'est la chance que j'ai eue, c'est d'avoir toute une équipe chez Grasset, d'éditeurs, éditrices et attachés de presse qui sont absolument formidables et qui m'ont vraiment entourée pendant toute cette période. Il y a des moments où j'étais pas au meilleur de ma forme, je vous le cache pas. J'ai eu énormément d'insomnie, j'en ai déjà de façon chronique, mais alors là, il m'est arrivé d'être vraiment au bord de l'épuisement, où je pensais que j'allais pas y arriver, effectivement, à raconter éternellement cette histoire, revenir dessus, mais en même temps, j'étais portée aussi par une forme de mission à ce moment-là, qui était de défendre cette parole, qu'à partir du moment où je l'avais publiée, il fallait l'assumer. Ce qui a été le plus douloureux pour moi, ça a été de devoir témoigner à la brigade des mineurs, puisque dans le cadre de l'ouverture de l'enquête contre Matzneff, là, il a fallu raconter toute l'histoire en détail, de A à Z, devant une brigadière, et à qui j'ai dit, mais c'est absurde, j'ai déjà écrit un livre pour raconter cette histoire. Et elle m'a dit, non, ça ne vaut pas procès verbal, il faut que vous recommenciez et que vous me racontiez tout depuis le début. Et là, ça a été extrêmement violent. Et en même temps, ce qui est curieux, c'est que finalement, j'ai compris le sens que pouvait avoir le mot, enfin, l'expression être entendu, quand on est entendu dans le cadre d'un témoignage judiciaire, c'est que ça n'avait pas du tout la même portée finalement qu'une émission, même si elle est vue par des centaines de milliers ou de millions de téléspectateurs. C'est tout à fait autre chose en fait finalement d'être entendu aussi à la police, et je pense évidemment à toutes les victimes qui n'osent pas aller parler devant des policiers aussi, pour les raisons qu'on sait que pendant des années les autorités n'étaient pas suffisamment formées en fait pour entendre ce type de discours et de témoignages. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est douloureux, mais c'est aussi des étapes par lesquelles il faut passer et qui vous font progresser, qui vous font vous-même aussi entendre des choses que vous n'aviez pas entendues jusque-là. Après, ce qui est intéressant, ça a d'ailleurs été aussi le cas pour le témoignage d'Adèle Haenel, c'est que le parquet s'est auto-saisi, et les procureurs de la République se sont auto-saisis à la sortie de votre livre pour ouvrir une enquête, pour voir s'ils ne pouvaient pas identifier d'autres victimes de votre agresseur. Et il y a quelque chose qui montre aussi que l'époque a changé, parce que c'est pas certain. Enfin, déjà, légalement, ça aurait certainement pas pu arriver il y a quelques années. Et on doit se sentir quand même un peu épaulé par la société, par la justice, quand ce genre de choses se produit. Oui, alors en même temps, c'était symboliquement peut-être important pour moi, mais c'est vrai que ça arrivait aussi un peu tard, et c'est ce que je leur ai dit, c'est que finalement, ce que je raconte dans mon livre, c'est qu'il y a eu ces lettres anonymes. Alors je cautionne pas du tout les envois de lettres anonymes, mais en revanche, la police ne peut pas nier avoir été alertée, en tout cas à l'époque, et elle n'a pas donné suite, il n'y a pas eu d'enquête justement à l'époque. Donc oui, on pourrait dire que symboliquement, je me suis sentie épaulée, mais j'ai trouvé aussi que c'était dommage. C'était dommage que ça. Parce que combien d'affaires aussi sont peut-être restées comme ça, sans suite et non classées pendant des années, s'agissant d'ailleurs de personnes connues et célèbres, puisque ce que je raconte dans le consentement, c'est que Gabriel Matzneff est ressorti sa première audition à l'époque, dans les années 80, après avoir interrogé, en fanfaronnant, parce que le policier ou la policière qui l'avait reçu et interrogé lui avait dit « Ah, vous savez, monsieur, des lettres anonymes concernant des personnalités, on en reçoit toute la journée. » Et donc, c'est un peu terrible, parce que malheureusement, il y a aussi beaucoup de gens qui ont essayé par des moyens qui certes sont peut-être un peu vils ou un peu maladroits, on va dire, c'est un euphémisme, d'alerter sur la situation d'enfants ou d'adolescents victimes, et
ça n'a jamais prêté à conséquence. Donc ça, peut-être, oui, effectivement, aujourd'hui, il y a des numéros verts, il y a, tout un dispositif qui existe et qui permet, bien heureusement, de pas passer par la délation, ce qui est une bonne chose. Et on peut dénoncer beaucoup plus facilement des crimes sexuels. Et d'ailleurs, je crois qu'on est condamné. D'ailleurs, c'est une peine en correctionnel quand on a été témoin et qu'on n'a pas porté secours en fait en prévenant ou alertant les autorités de crimes dont on aurait été des crimes sexuels dont on aurait été les témoins. Donc ça c'est nouveau aussi. Ouais. Pour en revenir aux médias, parce que moi j'aime bien critiquer les médias, effectivement il y a eu pas mal beaucoup de bienveillance autour de vous, mais il y a aussi des passages que j'ai trouvés où j'ai vraiment grincé des dents quand on entend un animateur vous expliquer que voilà, dans votre livre vous parlez du philosophe Sioran qui était un ami de votre agresseur que vous allez voir au bord de la dépression, au bord du suicide même un soir pour qu'il vous aide et qui vous explique qu'il faut que vous rentriez sagement chez lui et que vous jouiez votre rôle de muse auprès du créateur. Et cet animateur dit j'arrêterai pas pour autant de lire Sioran. Dans le Figaro aussi, on parle de vous comme de la très jeune amante de Gabriel Basnev. Je me demandais s'il y a eu des moments quand même où vous aviez trouvé les médias maladroits ou si vous aviez été blessé. Oui, bien sûr. D'abord, la chose la plus blessante peut-être, c'est le fait que la sortie de ce livre a immédiatement été tournée en scandale. Ouais. Un scandale de mœurs, puis un scandale judiciaire à partir du moment de l'ouverture de l'enquête. Et finalement, ça a un petit peu occulté l'autre partie de ma démarche, qui était aussi une démarche littéraire. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout parlé du fait qu'il s'agissait aussi d'un récit littéraire. Ça, c'est une réduction en fait de mon travail qui a été un petit peu blessante, bien évidemment. Je repense aussi à un critique littéraire dans une émission de radio qui n'a même pas voulu parler du livre en disant qu'il n'était pas, je me souviens plus s'il a dit magistrat ou procureur de la République, enfin bon, bref, qu'il n'était pas là pour instruire un dossier contre un écrivain, sous-entendant probablement de la part d'une personne qui, elle, ne l'est pas. Enfin, donc, il y a un certain nombre de choses comme ça qui ont pu être un peu blessantes, mais en même temps, c'était parallèlement à ça, un tel phénomène est tellement extraordinaire de voir les proportions, l'ampleur que prenait en fait la prise de conscience au moment de la sortie du livre, que je dirais que ça a été atténué un petit peu ces petites vexations, petites humiliations qui n'ont pas finalement grande importance. Et puis les médias, il y a toujours un côté sensationnaliste. Vous prenez le temps de faire une interview avec une journaliste très sensible, très fine, qui va vraiment faire attention à vous, aux mots qu'elle va employer, comme vous employez des mots aussi très mesurés. Et puis vous vous retrouvez avec une manchette, enfin une accroche. Elle a été la proie à 14 ans d'un pédophile. Bon, et c'est un peu terrible parce que vous savez très bien que c'est comme ça dans les rédactions, que c'est pas la journaliste, c'est pas vous, voilà, la titraille. Bon. C'est un peu dommage, ça fait vendre et c'est triste parce que on finit soi-même d'ailleurs par être assimilé à ça. C'est ce que d'ailleurs certains de mes, je vais pas dire de mes ennemis, mais des personnes qui ne comprennent pas ma démarche, il y en a un petit groupe encore dans le milieu d'édition, s'arrêtent à cette dimension comme si cette dimension victimaire, alors que justement, mon livre, je crois, enfin je l'espère, est beaucoup plus subtil que ça. Alors non, il y avait une autre question que je voulais vous poser par rapport aux médias, et en fait vous m'avez prise de court parce que vous employez son nom. Dans le livre, vous n'employez pas son nom, vous l'appelez GM. Moi, j'ai pris soin dans l'interview de pas dire son nom. J'aime pas dire le nom des violeurs globalement. J'essaye d'éviter. Et je me suis demandé si c'est quelque chose qui vous avait été un peu imposé par les médias, ce fait de devoir dire son nom. Son nom vous était très souvent jeté à la figure à la première question, en réalité. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, j'ai jamais cherché à dissimuler son identité parce que oui, tout le monde le sait. Non seulement je cite des extraits de ses livres dans le mien. Les moins de 16 ans notamment, mais
En plus, il est parfaitement reconnaissable. Et ces initiales, en revanche, c'est vrai que je les ai mises pour plusieurs raisons. D'abord parce que, comme vous, je n'avais pas envie de dire son nom. Je n'avais pas envie de reproduire sur le papier 500 fois son nom sur mon manuscrit. C'est quelque chose qui me heurtait. Et de la même manière que lui réduisait à leurs initiales souvent un certain nombre de ses victimes dans son journal, j'avais envie finalement de lui faire subir le même traitement. Et puis il y avait aussi le fait que ne pas écrire noir sur blanc son nom, ça permettait à l'imaginaire du lecteur et des lectrices de projeter aussi d'autres agresseurs, d'autres ogres, d'autres monstres potentiels. Je trouve que c'était important de laisser aussi libre cours à l'imaginaire des lecteurs pour qu'ils puissent s'identifier, se réapproprier cette histoire qui, encore une fois, malheureusement, est universelle. Et voilà, donc beaucoup de gens ont cru que c'était pour des raisons juridiques que j'avais utilisé ces initiales, mais absolument pas. Vous pourrez demander à mon éditeur, le manuscrit que je lui avais confié était déjà présenté de cette manière-là. Et ça n'a pas été simple, en effet, ensuite dans les interviews, de devoir moi-même prononcer son nom. Ça m'a été assez désagréable, effectivement. Alors pour parler de lui, en février dernier, il a publié à son tour un livre qui se voulait à la fois une réponse au consentement et un peu son chant du cygne, hein, parce qu'il est malade, il a 84 ans. Alors ce livre, il y a aucune maison d'édition n'a voulu le publier, il a dû faire un crowdfunding pour le faire. Ce livre s'appelle Vanessa Virus. Comment vous avez su que ce projet arrivait? Comment vous l'avez pris? Est-ce que vous avez eu peur surtout? J'ai eu peur d'être blessée, j'ai eu peur qu'il y ait des choses absolument crapoteuses, infâmes, des mensonges, des choses qui auraient pu être, qui auraient réactivé encore une fois en fait des épisodes très précis de notre relation. Puis finalement, je l'ai appris par le journaliste qui a sorti l'article premier, tout simplement, qui avait eu le tact de m'appeler la veille pour me dire que cet article allait sortir. Voilà, il avait eu l'information, il allait sortir. Mais il n'avait pas encore accès au contenu du livre au moment où je l'ai su. Et puis j'ai décidé tout simplement de ne pas le lire. Et je m'en suis très bien portée comme ça. Et j'ai cru comprendre que ce livre était absolument vide de toute façon de quoi que ce soit de croustillant, puisque finalement rien n'est sorti dans la presse. J'ai été un petit peu... En fait, ce qui m'a blessée le plus, pour dire la vérité, c'est que la presse relaye autant le fait que ce livre sortait alors qu'aucun éditeur en France n'avait souhaité le publier. Oui, tout à fait. Ça, j'ai trouvé que c'était... En fait, c'était une non-information et c'était quand même continuer à donner la parole et donner de l'importance à un agresseur, à un violeur, à quelqu'un dont les crimes avaient été reconnus, qu'il avait d'ailleurs lui-même avoué dans ses propres livres. Donc en plus, il n'était même pas approuvé. Et lui donner encore une fois cette importance dans les médias, ça, j'ai trouvé ça très, très blessant. Et comme je ne connaissais pas le contenu du livre, je me dis, il peut y avoir tout et n'importe quoi. Et j'ai pensé évidemment en premier lieu à mon fils et aux conséquences que ça pouvait avoir, que les médias puissent reprendre des citations de ce texte, les relayer comme ça de façon virale, et que ça puisse blesser profondément notamment mon fils qui était encore adolescent et au lycée à ce moment-là. Surtout que le titre en lui-même porte quelque chose de très menaçant, de très violent. Enfin... Oui, mais ça dit tout sur c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Encore une fois, c'est toujours cette même inversion du principe bourreau-victime. La victime, c'est lui dans cette histoire et ce sera toujours lui. Et je suis le virus qui a essayé d'avoir sa peau, mais qui n'a pas réussi. Un procès devait avoir lieu en septembre. Le procès qui était intenté par l'Ange Bleu, qui est une association qui lutte contre la pédocriminalité. Il a été annulé pour vice de forme. Ça vous a surprise ? Ça m'a fait de la peine parce que effectivement ce vice de forme, ça a l'air d'être vraiment quelque chose. Alors moi je suis pas juriste ni spécialiste. C'est vraiment un détail idiot et bon, il manquait une adresse parisienne. Enfin voilà, pour pouvoir assigner effectivement
Gabriel Matzneff, et c'est bien dommage parce que j'attendais avec impatience ce procès. Ouais. Parce que ça aurait été beaucoup plus loin, qu'il ne s'agissait pas en l'occurrence de le juger en tant que pédocriminel, mais de juger l'apologie de viol aggravé, donc de pédocriminalité. Et en tant qu'éditrice, ça m'intéressait beaucoup de voir ce qu'on allait pouvoir en dire sur la question de la déontologie des éditeurs, de l'éthique professionnelle, encore une fois, enfin des contenus qu'on accepte de rendre public ou non, que ce soit dans la presse ou que ce soit dans l'édition. Et je trouvais que c'était des questions absolument passionnantes, et c'est vraiment dommage que ce procès n'ait pas pu avoir lieu. Ouais, je voulais citer la directrice, la présidente de l'association plutôt, Latifa Benari, qui dit qu'elle voit des personnes qui la sollicitent, qui se disent pédophiles et qui ne sont pas passées à l'acte, et qui trouvent dans les ouvrages de Gabriel Matzneff des modes d'emploi. Des guides pour passer à l'acte et avoir des rapports sexuels avec des enfants. Enfin, c'est vrai que sous cet angle-là, c'est frappant à quel point ces livres peuvent être dangereux, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et j'ajouterais qu'il y a effectivement, des psychiatres qui m'ont dit exactement la même chose, qui m'ont dit qu'ils traitaient des pédophiles qui essayaient de se soigner et de ne pas passer à l'acte, et qui ne comprenaient pas pourquoi Gabriel Matzneff, lui, avait le droit, dans ses livres, de faire l'apologie de la pédophilie en détaillant des scènes de sexe avec des enfants, notamment dans les pays du tiers-monde. Et il y a quelque chose là, une forme d'anomalie dont on aurait pu parler à l'occasion de ce procès, et malheureusement ce ne sera pas pour cette fois-là. Et une autre victime a révélé avoir vécu des faits similaires 2 mois après la parution du consentement. L'arme la plus meurtrière, c'est le nom du livre de Francesca J, qui doit sortir demain d'ailleurs, par rapport au jour où on se parle, le 28 septembre. Et donc elle a subi la même chose que vous 10 ans auparavant. Est-ce que avec le même prédateur, je le précise, est-ce que vous avez échangé avec elle ? Oui, bien sûr. Je le dis parce qu'elle l'a dit elle-même dans une interview récemment. On s'est rencontrés, c'était une rencontre très émouvante. C'est quelqu'un qui, comme moi, a beaucoup souffert, et qui a certainement encore beaucoup de choses à dire de son côté, qui n'a pas eu la chance. 10 ans auparavant, elle avait écrit un texte qui n'a pas été publié, et ça montre peut-être que effectivement l'époque a changé, et que si j'avais écrit le consentement il y a 10 ans, peut-être qu'il n'aurait pas trouvé non plus d'éditeur, je n'en sais rien, je ne peux pas savoir parce que j'ai pas lu le texte qu'elle a écrit non plus, mais je pense vraiment qu'on a changé d'époque et que l'écoute est complètement différente aujourd'hui. Et donc je lui souhaite évidemment beaucoup de succès. Je n'ai pas eu connaissance de ce texte, je ne l'ai pas encore lu, celui qui sort donc demain, et je suis impatiente de lire évidemment. Faut aussi rappeler que le consentement est sorti très peu de temps après le témoignage d'Adèle Haenel. Cet effet, et dans l'interview de Mediapart, Adèle Haenel dit qu'elle-même a eu envie de témoigner après avoir écouté des enfants qui avaient été victimes de Michael Jackson dans un documentaire. Cet effet boule de neige, cette parole qui libère d'autres paroles, on la voit vraiment se manifester dans cette chaîne. Oui, c'est vraiment exactement ça, c'est le bon terme. C'est une chaîne de solidarité extraordinaire où chaque livre prend appui sur les précédents pour les livres, mais toutes les formes de témoignages. Je pense que aussi le film d'Ozon sur Grâce à Dieu, sur la pédophilie dans l'église, ou des films comme Spotlight. Ce sont des films qui ont eu beaucoup d'importance pour moi, en fait, qui m'ont aussi aidé. Les Chatouilles aussi, un film extraordinaire. Toutes les formes de représentation aujourd'hui qui prennent en charge cette expérience-là de l'abus sexuel sont évidemment des appuis pour les victimes qui, à leur tour, pourront y puiser la force de pouvoir parler un jour, bien sûr. Après, j'ai une question peut-être un peu difficile, je ne sais pas si vous aurez la réponse, mais pourquoi pour vous ça a pris alors qu'il y a des femmes qui essayent de dénoncer est-ce que c'est grâce à votre pouvoir peut-être en tant que femme puissante du monde de l'édition, ou est-ce que c'est le pouvoir du livre, le fait d'avoir vraiment produit un livre, et c'est dans ce cas comparable à ce qui s'est produit avec Camille Kouchner. Est-ce que vous sauriez expliquer pourquoi vous ça a marché et pas d'autres ?
Alors effectivement, peut-être que le livre a plus d'impact dans la société qu'on le croit. C'est ce qu'on est en train de mesurer à nouveau depuis quelques années. Il y a aussi une notion de courage. Quand je parlais du courage de mon éditeur, il fallait y croire aussi et le porter, ce livre, et dire qu'il était important. Parce que avant que moi, on me donne la parole dans une émission, il faut d'abord derrière toute une équipe éditoriale qui croit dans ce projet et qui en parle et qui dit oui, cette parole est importante et elle doit être écoutée, ce texte doit être lu. Donc pour ça, il faut de la conviction, il faut du courage. Vous savez, moi, la chance que j'ai eue, c'est une des explications aussi. J'avais posé la question à mon éditeur à l'époque, quand je lui ai confié le manuscrit, je lui ai dit, est-ce que vous croyez qu'il risque de nous attaquer? Et parce qu'il est quand même reconnaissable, même si je ne cite pas son nom. Et il avait éclaté de rire en me disant, mais enfin, comment voulez-vous qu'il nous attaque, puisqu'il a déjà tout avoué? En ce qui concerne Matzneff, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il avait déjà tout avoué, tout raconté dans ses livres, donc il ne pouvait pas nier. Ouais. Et le problème de la prescription, vous savez bien ce que c'est aussi, et puis c'est qu'ensuite, c'est très difficile de trouver des victimes qui sont non prescrites, mais c'est souvent malheureusement aussi quand les cas sont prescrits que les personnes commencent à avoir le courage de parler, parce qu'elles savent que justement inconsciemment, elles ne se retrouveront pas devant un tribunal, dans un tribunal devant leur agresseur. Donc il y a un mécanisme comme ça inconscient qui explique aussi cet effet retard, entre autres choses. Et il y a aussi le fait que quand vous dénoncez un agresseur, et qu'il s'agit de relations sexuelles, par exemple dans le cas d'abus sexuels sur des mineurs, comme c'était mon cas, avec, je veux dire, sans contrainte physique, même si vous allez à l'hôpital pour faire une recherche d'ADN et vous prouvez que vous avez eu des relations sexuelles, tant que la loi n'a pas changé, comme c'est le cas aujourd'hui, elle vient changer depuis le mois d'avril 2021, mais si vous êtes consentante, de toute façon, c'est parole contre parole. Il y aura, il y aura aucune manière de faire condamner ou poursuivre en justice votre agresseur. C'est toujours le même problème. Vanessa Springora, vous venez de quitter la direction de la Maison Julliard. Qu'est-ce que vous souhaitez maintenant ? Alors, je crois que la chose à laquelle j'aspire le plus, dans un tout premier temps, c'est d'avoir une respiration et une pause. Parce que c'est vrai, j'ai vécu 2 années extrêmement fatigantes émotionnellement, professionnellement aussi. Et puis j'ai dû mener de front à la fois la sortie de ce livre et le redressement de cette maison d'édition que j'ai récupéré à un moment où les précédents directeurs étaient partis, avec une grande partie de leurs auteurs. Donc c'était un moment de charnière, en fait, où il fallait faire en sorte que cette maison ne meure pas, qu'elle continue à vivre. Et ça a été un grand honneur et un grand plaisir de pouvoir avoir cette fonction pendant cette période de transition. Mais je crois qu'inconsciemment, j'ai toujours su que j'allais revenir à l'écriture et que je ne pouvais pas sacrifier mon envie d'écrire, avec laquelle je venais à peine de me réconcilier au moment où j'ai pu publier le consentement. Et donc, je crois que là, je vais pouvoir me consacrer à nouveau à l'écriture, tout en gardant un pied aux éditions Julliard, et pour continuer à accompagner les auteurs qui me tiennent à cœur. Et puis lancer d'autres projets aussi. Enfin, je pense que c'est une partie de ma vie que je ne vais pas du tout abandonner, mais j'ai vraiment besoin de me dégager du temps pour me tourner un petit peu plus sur ma vie intérieure aussi. Dans votre chambre à vous? Dans ma chambre à moi, absolument, qui est un bureau et qui sera le nouvel espace dans lequel j'espère bien parvenir à écrire mon prochain livre. Ça évoque quoi pour vous, la poudre ? La poudre, ça me fait penser au maquillage. Pour moi, c'est des souvenirs d'enfance. Ma mère avait un poudrier absolument magnifique, avec, vous savez, des espèces de tampons en plumes, en fait, et quand elle se mettait la poudre, il y avait comme un nuage de paillettes qui flottait comme ça dans l'air dans la salle de bain après, et j'adorais cette odeur.
Voilà, pour moi la poudre en plus je trouve que le mot aussi est très doux, comme la matière elle-même. C'est très féminin en tout cas. Ouais. Merci beaucoup Vanessa. Merci à vous. Merci à Vanessa Springora d'être venue faire parler la poudre avec moi. La Poudre est un podcast produit par Lorraine Bastide, diffusé en exclusivité sur Spotify. Générique par Lorraine Bastide et Marion Emery, d'après une création originale d'Aurore Meyer-Mailleux sur une chanson de Bonnie Banane. Tapis d'introduction, composé et interprété par Jeanne Chéral. Merci Jeanne. Montage et mixage, Marion Emery. Production, Gaïa Marty, assistée de Marie Vincent. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter. La Poudre est partout. Si vous avez des retours ou des critiques à faire, n'hésitez pas, j'adore ça. J'aime beaucoup les mots doux aussi. Prenez soin de vous et continuez de faire parler la poudre.